nom est Jean-Pierre Beauchemin, je suis médecin gériatre. Je travaille en clinique à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de l'hôpital Laval à Québec. Je suis aussi professeur ici à la faculté de médecine, au département de médecine familiale et d'urgence. Je suis professeur titulaire ici. Alors, un médecin gériatre, c'est un interniste de la personne âgée. Alors, sur le plan clinique, on intervient surtout auprès des patients âgés qu'on considère comme fragiles ou frêles. On a aussi une action très importante au niveau de l'enseignement et de la recherche en gériatrie, parce qu'avec le vieillissement de la population, on comprendra que ces secteurs-là, l'enseignement, la recherche, sont souvent laissés pour compte. On a amélioré beaucoup la qualité des soins aux personnes âgées fragiles. On a encore beaucoup de travail à faire sur la recherche et l'enseignement. Nous autres, on est souvent appelés à intervenir, non pas pour des maladies spécifiques à la personne âgée, mais plutôt pour des syndromes cliniques. Alors, par exemple, nous autres, on nous appelle en renfort quand la personne âgée fait des chutes, par exemple. Donc, c'est ce qu'on appelle le syndrome de chute. Il nous appelle quand le patient a un problème de perte d'autonomie. Il nous appelle quand le patient a un problème d'incontinence. Il nous appelle quand le patient a des problèmes cognitifs. Donc, comme vous voyez, ce ne sont pas là des diagnostics, mais des syndromes cliniques qui demandent qu'on fasse ce qu'on appelle le diagnostic différentiel pour essayer de trouver la ou les causes qui peuvent expliquer le tableau clinique. Donc, à cet égard, on est souvent en support à la première ligne parce que je ne crois pas qu'un gériatre doit voir tous les personnes âgées. Notre formation fait qu'on est une denrée rare, donc il faut être utilisé à bon escient. C'est la raison pour laquelle on pratique surtout dans un hôpital ou dans une faculté de médecine pour donner des cours puis faire de la recherche. Mais autrement, il ne faudrait pas qu'il arrive au gériatre ce qui est arrivé au pédiatre. Si vous voulez une analogie, je n'ai pas fait 5 ans de formation spécifique pour suivre des vieillards hypertendus. C'est avec tout le respect que j'ai pour les gens qui font ça. Ce sont là des problématiques de première ligne, puis nous sommes là, nous, pour appuyer la première ligne. Alors, le rôle du gériatre par rapport au médecin de famille, c'est que le gériatre doit s'assurer que les recommandations qu'il fait en intra-hospitalier soient poursuivies en externe. Parce que si cette étape-là n'est pas faite, c'est un peu comme un coup d'épée dans l'eau, notamment au niveau de la rationalisation de la liste des médicaments à l'interne, à l'hôpital. Toutes les belles recommandations qu'on puisse faire, s'ils ne sont pas relayés à la première ligne, comprenez qu'on retombe rapidement dans les mêmes ornières. Puis ça, on constate malheureusement ça dans un syndrome que j'appelle le syndrome des portes tournantes, où le patient âgé sort de l'hôpital équilibré sur le plan pharmaco, puis il nous revient 2 semaines plus tard parce qu'il a recommencé à prendre les mêmes pilules qu'on avait arrêtées en interne parce que justement, il y a eu un problème de communication avec la première ligne. L'autre chose aussi, il faut que le gériatre reste disponible pour répondre aux questions des médecins de première ligne. Moi, c'est pour ça qu'à l'hôpital, ma pagette sonne régulièrement parce que c'est des médecins de famille qui veulent savoir, veulent faire valider des conduites. C'est rare que je change des conduites, mais je comprends que les médecins de première ligne ont besoin parfois d'être validés dans leur approche, dans leur choix thérapeutique. Puis à cet égard-là, je pense qu'on a un devoir de complémentarité avec la première ligne. Moi, j'ai toujours considéré que le pharmacien communautaire, c'est un peu notre gardien de but qui attrape les tirs de la ligne bleue, que j'appelle, pour faire une comparaison avec le hockey. Moi, je m'attends à ce que ces gens-là, lorsqu'ils voient des aberrations dans la liste de médicaments ou que ça vient en contradiction avec ce qui avait été prescrit, parce qu'on a beau avoir le DSQ à l'hôpital, c'est étonnant de voir parfois que des patients prennent aussi d'autres principes actifs qui ne sont pas nécessairement dans le DSQ, ou des médicaments dits naturels. On sait que ce n'est pas parce que c'est naturel qu'il n'y a pas de principe actif là-dedans, puis ça ne peut pas avoir des interactions. Donc, que le pharmacien de première ligne nous avertisse, tire la cloche rapidement, surtout lorsqu'on est signataire d'une prescription, parce que ça, on prescrit avec ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, alors que le pharmacien d'officine, lui, il sait des affaires. Il y a le profil devant lui, puis il y a une information souvent dont on ne peut pas se passer, nous autres, pour éviter justement un des grands syndromes gériatriques qui est la iatrogénie médicamenteuse. Nous autres, le tiers de nos patients qu'on admet à l'hôpital Laval par l'urgence sont admis à cause de problèmes liés à la médication. Un tiers. On avait fait la même étude il y a 10 ans, puis on arrivait encore à un tiers il y a 10 ans. La seule bonne nouvelle, c'est qu'on ne rentre pas à l'hôpital pour les mêmes pilules, mais c'est encore un tiers. Fait que vous voyez qu'on ne peut pas chacun dans notre coin là, faire cette job-là de prévention
je m'attends beaucoup à être interpellé, puis que les médecins de première ligne soient aussi interpellés par les pharmaciens d'officine. Maintenant, là, les opinions thérapeutiques, au-delà du fait que le pharmacien peut être payé pour faire ça, il n'en demeure pas moins qu'il y a une raison pour laquelle nos organismes ont décidé de mettre de l'argent là-dedans. Bien, je pense que c'est un élément, c'est une brique pour monter le mur. Quand je vois des listes de médicaments qui contiennent de ce que j'appelle des dinosaures ou des médicaments, il me semble que ça fait 30 ans qu'on dit qu'il ne faudrait pas donner ces médicaments-là aux personnes âgées et qu'on en retrouve encore. Là, les dents me grincent à ce moment-là. Si on veut illustrer ça avec quelques exemples, un premier qui me vient à l'idée, c'est les patients qui sont sous anticoagulants, par exemple, qui sont au Coumadin, puis qui ont des grosses difficultés de stabilité dans leurs INR. Puis tu sais, c'est du bon monde en général. Là. Tu sais, tu leur dis, prenez-vous ça régulièrement, tel que prescrit, puis ils disent oui. Mais on sait bien que, tu sais, on n'a pas d'avenue sur la ration en vitamine K qu'ils prennent. Bien souvent, ces gens-là, ils sont tous débalancés, en haut, en bas, alors qu'on a des alternatives maintenant, vous en savez quelque chose, qui nous permettent d'éviter ces espèces de soubresauts-là qui pourraient expliquer la tendance aux hémorragies qu'on peut observer. Alors ça, c'est un exemple. Pour rester sur le plan cardiovasculaire, quand je vois une personne âgée en prévention primaire, s'il vous plaît, qui prend une statine, puis qui a mal un peu partout, qui a des myalgies, puis que son médecin lui dit, écoutez, non, ça c'est le prêt à payer pour prendre une statine, bien moi, je n'accepte pas ça, parce que j'ai fait exprès de donner l'exemple en prévention primaire, parce que vous comprendrez qu'il faut en traiter beaucoup de monde en prévention primaire à cet âge-là pour éviter un événement, alors que les myalgies induites par les statines sont très fréquentes, puis des données récentes nous montrent que non seulement ils ont des myalgies, mais ils ont de la faiblesse musculaire. Ah bon? Alors donc, on tombe en prenant une statine. C'est pas... Casser la hanche d'un vieux pour avoir un beau LDL, à mon avis, c'est trop cher payé. Restons dans le cardiovasculaire. L'amiodarone. Hein? Moi, je suis dans un hôpital où ils s'en prescrivent de l'amiodarone à tour de bras. Peut-être qu'un billet, je vois les cas compliqués, mais tu sais, échanger une fibrillation auriculaire à réponse rapide pour une fibrose pulmonaire ou un problème thyroïdien, les cardiologues me disent, bien, vous augmenterez le synthroïde, mais tu comprends, c'est quelque chose qu'on trouve difficile. Dans le grand champ du diabète, hein, vous avez vu à quel point le coffre à outils s'est alourdi en termes de traitement disponible. Moi, quand je vois encore des vieillards fragiles à l'insulinothérapie classique, je grince des dents parce que le risque d'hypoglycémie n'en vaut pas la chandelle. Surtout lorsqu'on regarde les critères plus larges qu'on peut appliquer à ces clientèles-là. Hein. L'Association canadienne du diabète nous a donné un bon coup de main en 2013 lorsqu'ils ont élargi un peu les critères. Lorsque je vois encore des patients au sulfonylurée avec le risque inhérent là aussi d'hypoglycémie. Des molécules efficaces pour baisser le sucre, j'en cherche plus, ça fait longtemps, moi. Je cherche des molécules sécuritaires. Donc, la sulfonylurée, et nonobstant les critères de la Régie d'assurance maladie du Québec là, sur le remboursement d'autres médicaments où il faut passer par les sulfonylurées, ça sera l'objet d'une autre causerie, comme on dit. Plus récemment, les ISGLT2, hein, chez des patients âgés est-ce qu'ils ont la fonction rénale pour prendre ça? C'est mon premier réflexe souvent. Puis deuxièmement, au-delà de la fonction rénale, quand ils prennent déjà 3 hypotenseurs pour leur diabète, pour leur hypertension, puis qu'on rajoute un diurétique, parce que c'est ça, un ISGLT2, c'est un diurétique, j'ai vu des accidents hypotensifs avec ça. Alors, vous voyez, c'est le genre d'affaires qu'on devrait s'attendre en 2017 à ce que ça soit ça passe mieux, ça, chez les prescripteurs. Le problème de vessie hyperactive avec les vieux anticholinergiques de première génération. Puis première génération, ça va loin. Là. C'est tout ce qui se passe entre le ditropan puis jusqu'au détrol, qui est relativement récent. Ces médicaments-là, c'est plate, ça donne la bouche sèche, ça donne la vision trouble, mais un effet redoutable de l'anticholinergisme, c'est l'anticholinergisme cérébral avec les risques de confusion, de délirium qu'on peut induire avec ces médicaments-là. Tout ça pour avoir des bobettes sèches. Vous comprenez? J'ai une petite réserve là, par rapport à ça. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, plus juste celui que le médecin prescrivait. Vous savez que nos patients âgés se rendent à la pharmacie et vont chercher des anti-inflammatoires non stéroïdiens sur la tablette. Ils doublent la dose finalement, fait que ça ressemble un peu à ce qu'on prescrivait dans le bon vieux temps. Mais on sait que ces gens-là, sur le plan de la pression, sur le plan de la rétention hydrosodée, tolèrent très mal les anti-inflammatoires non stéroïdiens.
Je pense qu'en contrôle de douleur, il faudrait faire preuve d'un peu plus d'originalité que de donner des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Pensons aussi, allons dans les psychotropes, qui sont quand même un gros chapitre. Là. Vous savez, quand on sort des 3 benzodiazépines dont le métabolisme n'est pas altéré par l'âge, là aussi, de l'alprazolam, du Rivotril, écoutez, là, c'est mal toléré chez les vieux. Quand je vois un patient dormir avec un neuroleptique et qu'il n'est pas schizophrène et qu'il n'est pas dément, le Seroquel, c'est un neuroleptique. Quand je vois 2 neuroleptiques ou 2 benzodiazépines dans la même liste de médicaments du patient, moi, je pense qu'un pharmacien devrait se prononcer là-dessus, puis nous faire un counseling en adéquation avec ça. Donc, vous voyez, je vous ai donné là, des exemples là, d'aberrations, le fameux Dallman, dont Dallman a beaucoup de fractures de hanche sur la conscience, a beaucoup de troubles nésiques aussi induits par ces vieilles molécules-là qui, à cause du métabolisme altéré au niveau de la personne âgée, s'accumulent. Puis, du Dallman puis des benzodiazépines, ce sont les petits... Ils ont commencé à être communs, le diazépam, qui est un myorelaxant d'abord quand ça a été mis sur le marché. Fait que ne nous étonnons pas de voir tomber des personnes âgées là-dessus. Fait que tu sais on ne demande pas nécessairement de faire du haut voltige, là, mais juste d'appliquer ces recommandations-là dans des zones spécifiques là, éviterait justement beaucoup d'accidents encore. C'est mieux que c'était, mais on a encore de l'ouvrage à faire. Okay? Puis, à cet égard-là, il y a des aides au counseling médicamenteux qui existent. Hein. Si je les prends un peu par ordre chronologique, les critères de Beers, tout le monde connaît ça. Ça, les critères de Beers, c'était les péchés. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire avec les vieux? Après ça, sont arrivés les critères stop-start. Alors, les stops, c'était les péchés, mais le start, c'était... Ça pourrait même être une bonne idée que si votre personne âgée n'a pas ça, pas l'indication, on devrait y aller. Troisième génération d'aide au counseling, les critères Forta, qui ont été mis au point par un groupe allemand qui est indépendant de l'industrie complètement, puis qui cote les médicaments avec des cotes A, B, C, D, A étant la meilleure cote, D étant la pire cote. Puis, c'est fait avec beaucoup de sérieux. Revue de la littérature extensive, ils gardent très peu d'articles à la fin là, pour faire leur choix. Ils fonctionnent en panel avec des gériatres, des experts d'organes quand ça touche la neurologie ou ça touche la cardio. Puis ces gens-là, ils font à ce moment-là une méthode Delphi qui permet à chacun de donner ses recommandations. Puis ça s'avère. Puis ils font des mises à jour perpétuelles aussi, ce qui est quand même intéressant. Donc, pour le clinicien, autant Beers et Stop Start peuvent être intéressants pour le pharmacien, le pharmacologue ou le médecin qui va approfondir ses connaissances en gériatrie. Moi, je n'ai pas de problème avec ça, en gériatrie pharmaco. Mais les critères Forta sont intéressants parce que rapidement, avec un APP qu'on peut avoir sur notre téléphone dit intelligent, on peut rapidement voir, pour le traitement de la vessie hyperactive, par exemple, quelles sont les recommandations, quels sont les médicaments non seulement efficaces, parce que Forta est une synthèse de l'efficacité et de la sécurité. Ça, on aime assez ça comme approche. La définition de la fragilité actuellement en gériatrie, c'est probablement un des points les plus difficiles à faire. Il y a beaucoup de recherches qui se fait actuellement. Un de mes collègues qui est gériatre à Montréal, Howard Bergman, il dit que la fragilité, c'est comme la pornographie. C'est difficile à définir, mais quand on en voit, on sait que c'est de la pornographie. Donc, les vieux fragiles, c'est ce que les Anglais appellent le eyeball test. Quand on les voit, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Plus on a vu des personnes âgées, fragiles, plus on les reconnaît facilement. Je vais vous faire une espèce de petit portrait robot rapidement. C'est souvent des gens qui sont de petite taille, de petite constitution. Donc, vous comprenez que les organes qui sont chargés d'éliminer les médicaments chez ces patients-là sont moins performants souvent. Donc, on pense aux reins en particulier et au foie en deuxième lieu. C'est des gens souvent qui ont peut-être un peu de troubles cognitifs. C'est des gens qui marchent lentement. De plus en plus, la vitesse de marche est à considérer dans la définition de la fragilité. On s'en vient d'ailleurs avec des recommandations là, très simples d'application pour les médecins et les pharmaciens pour essayer de classer notre patient avec des données un peu objectives. On n'a pas 3 heures pour faire une évaluation. C'est sûr que l'évaluation gériatrique complète nous permet de classer notre patient dans « il est fragile » ou « il ne l'est pas ». Mais de façon réaliste, on ne peut pas demander ça aux gens quand ils sont à l'officine ou bien qui sont en bureau de consultation en première ligne. Fait que ça c'est un point majeur là, qui s'en vient là,
dans la définition de ces patients-là. Pourquoi? Parce que toute la pharmacocinétique est influencée beaucoup par la fragilité. Que ce soit les volumes de distribution, que ce soit la liaison protéine, que ce soit la clairance rénale, tout ça est vraiment dépendant de la fragilité que présente notre patient. La fragilité se définit aussi par la polymorbidité, les comorbidités que présente le patient, où on a effectivement de ces gens-là qui sont déments. Vous savez le risque que ça représente. S'ils prennent leurs médicaments tout seuls, vous comprenez le risque qu'il y a. Ils vont faire des erreurs, ils vont oublier de les prendre, ou ils vont en prendre 2 fois. Puis le corollaire en diabète, c'est qu'ils vont oublier de manger. Alors si on leur donne des médicaments qui ont une propension à l'hypoglycémie, vous comprenez qu'ils vont faire de l'hypoglycémie. On voit des drames de ça. C'est pas juste une vision de l'esprit. 2 à 3 fois par année à l'hôpital Laval, on soigne une personne âgée en coma diabétique avec 1,2 de glycémie. Comprenez qu'on a beau y mettre du sirop d'érable intraveineux, là, la glycémie remonte, mais pas le patient. Puis le patient meurt de ça. Une encéphalopathie hypoglycémique, ça tue à cet âge-là. Avait-on besoin d'insulinothérapie chez ce vieux monsieur-là, fragile, qui vit tout seul à domicile? Peut-être que non. Peut-être qu'on avait dans l'arsenal thérapeutique des affaires qui étaient plus faciles à utiliser à moindre risque. Écoutez, en conclusion, on a souvent tendance à dire en gériatrie, le salut passe par une approche multidisciplinaire. C'est tout à fait vrai. Je veux dire, un médecin tout seul, un pharmacien tout seul, un ergothérapeute tout seul, une travailleuse sociale tout seul ne peut pas arriver au bout de ce qu'on veut faire avec ces clientèles-là. Puis les partenariats forts, c'est médecin-nursing à l'hôpital, mais médecin-pharmacien à l'hôpital. Nos pharmaciens à l'hôpital nous sortent du pétrin régulièrement. Moi, je suis sur une unité d'enseignement à l'hôpital Laval où on a en permanence un pharmacien et un résident de pharmacie. Ils sont là. Hein, on n'a pas à les appeler, ils sont là. Hein, ils répondent à nos questions au fur et à mesure, puis ils répondent aux questions de mes étudiants. Les pharmaciens de ville, les pharmaciens d'officine sont aussi partie prenante de ça. On le disait tantôt. Ils sont là, c'est des cerbères, c'est des gardiens de but qui doivent s'assurer qu'on ne reçoit pas des petites claques là, par en arrière de la tête ou que dans le feu de l'action, des médicaments ont été laissés là ou que des interactions médicamenteuses, écoutez, les interactions médicamenteuses, comment se retrouver là-dedans? T'sais? La charge anticholinergique dans la liste de médicaments de nos patients, là. Moi, quand mon pharmacien à l'hôpital me dit « Attention, vous avez choisi un médicament dans une classe donnée qui augmente la charge anticholinergique. Voici dans la même classe un qui a moins d'anticholinergisme. Je suis bien content de l'apprendre. » Vous savez, on a des réflexes de prescription, mais ces réflexes-là, il faut les moduler en fonction de la fragilité qui est chez le patient qui est en avant de nous. Puis la fragilité n'est pas l'apanage exclusif des grands hôpitaux, parce que ces patients-là, ils viennent dans quelque part. Hein? Ils étaient dans la cité avant de rentrer à l'hôpital. Ça veut dire que les beaux principes de pharmacothérapie gériatrique bien appliqués doivent s'appliquer autant en externe qu'à l'hôpital.